Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit Agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue pour une heure d'actualité alsacienne en ce vendredi, et il y aura même un petit air de vacances. On va partir loin, 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 juste pour vous, regardez comme c'est beau. C'est tout simplement le Vietnam que nous propose Emmanuel Mollo. Ça, Célia, c'est à voir, à faire, avec notamment le concert de Lire le temps, et on recevra le romancier alsacien Arnaud Fersdorf pour le roman Henniker, roman à tiroir très étonnant notamment. Il sera question des malgré nous. Avant cela, c'est l'actualité, Anna Britz. Bonsoir à tous, et dans l'actualité ce soir, il y a bien évidemment l'ouverture des marchés de Noël. Celui de Strasbourg est inauguré en ce moment même, un marché une nouvelle fois organisé sous haute surveillance. Où en est la future collectivité européenne d'Alsace? À 3 jours de la première réunion entre les conseillers départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, on fera le point sur quelques-uns des enjeux. Et puis à Thann, la maternité est menacée de fermeture et les habitants se mobilisent pour la défendre. Ça y est, c'est parti. Effluves de vin chaud et bonnets de Père Noël envahissent à nouveau les rues de Strasbourg. Le 449e marché a ouvert ses portes en début d'après-midi et l'inauguration se tient en ce moment même avec les chanteurs Vincent Niclot, Jeanne Manson et Julie Zenati. Nous les avons rencontrés un peu plus tôt dans la journée et Cécile Motz s'est promenée dans les allées du marché pour prendre la température. Nós somos brasileiros e estamos aqui para o Mercado de Natal de Estrasburgo. Wir sind aus Deutschland und wir sind hier für den Weihnachtsmarkt. We're from New York and we're here for the Christmas market. Entendre parler portugais, allemand ou anglais va redevenir chose courante dans les rues de Strasbourg. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Dès 14h, les touristes se pressent devant les chalets, tout juste ouverts, même si ce n'est pas encore la cohue. Je suis venue par hasard et je vois que c'est le jour de l'inauguration, donc je suis très contente d'en profiter. Il n'y a personne, c'est génial. On vient de Perpignan. Et à l'origine, on est venu à Strasbourg pour voir mon fils. Et comme c'est l'ouverture du marché de Noël, et ben on en profite. On a vu les choses se mettre en place. Vraiment, c'est très joli. Moi, je pense qu'il y a moins de monde et l'ambiance est très sympa, donc mieux vaut venir au début, je pense. Quand il est question de grande affluence, il est désormais aussi question de sécurité. Conducteurs, cyclistes ou piétons, pour rentrer dans la grande île, les contrôles, c'est obligatoire. C'est rassurant, c'est vraiment quelque chose de... Moi, je trouve de nécessaire, parce que par les temps qui courent, on ne sait jamais. C'est très bien, c'est pas trop long, c'est important de le faire. Ça peut être important, mais après, franchement, je trouve que ça reste pas si fouillé que ça non plus. Enfin, je veux dire, là, j'ai une boîte de chaussures, elle n'a pas été ouverte, rien. Donc... Ça prend un petit peu de temps, mais vu que je réside dans le centre-ville, il faut reprendre l'habitude. J'étais un peu surprise et comme je viens d'acheter des bouteilles, j'ai eu peur qu'on me les retire en fait. Je me déplace exclusivement à vélo dans Strasbourg et je vais continuer de le faire. Même si avec les fouilles ça va prendre un peu plus de temps, il n'y a pas de souci, je vais continuer à vélo, je vais juste adapter un petit peu mes horaires. Dans les allées des marchés, les forces de l'ordre sont toujours là, mais pour se rapprocher un peu plus des visiteurs, les policiers de Strasbourg proposent une pause café, un concept tout droit venu du Canada, organisé pour la seconde fois. On brise la glace, on échange autour d'un café. On veut créer ce lien entre la population et les policiers. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que le policier fait partie de la population. C'est un échange qui est gagnant-gagnant. Nous, policiers, de mieux connaître les attentes de la population dans des situations, dans des contextes hors policiers, c'est important pour nous. Et qui dit première journée du marché de Noël dit forcément inauguration officielle. Les chanteurs Vincent Niclot, Jane Manson et Julie Zenati ont décroché le pompon. Cette année, à la nuit tombée, ils auront la lourde tâche de donner le coup d'envoi des festivités et en chanson. Il y a un côté très nostalgique pour moi parce que en fait, ma grand-mère maternelle était alsacienne, donc je connais l'Alsace grâce à elle.
les spécialités, tout ça évidemment. Et ici aussi, c'était la première qui m'a emmené ici. Donc j'étais déjà venu en 2012. C'était déjà très j'avais beaucoup d'émotions pour ça, et donc un peu plus encore aujourd'hui. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on appuie sur le bouton avec le maire, je me dis que si elle voyait ça, elle serait fière de moi. C'est un grand honneur. J'adore Strasbourg, mon amour, je dis. C'est une ville magnifique. Et puis l'illumination créée par Pierre Bardet, c'est un pure merveille. Et l'arbre bleu, vous savez. Et donc j'ai décidé cette année de m'habiller complètement en bleu, vous voyez. Je suis en bleu même jusqu'aux bottes. Donc pour moi c'est un grand joie. J'étais ravie de pouvoir partager ce moment. C'est la première fois que je viens à Strasbourg. C'est la première fois que je viens sur un marché de Noël. Et voilà, et de faire partie de ce moment où la ville va s'illuminer. Je trouve ça assez incroyable et je suis très honorée d'être là. Je vais chanter une chanson de Mathieu Chédid qui s'appelle M, que j'ai repris sur l'album Méditerranéenne avec Chimène Badi. Parce que je trouvais qu'en termes de message et surtout à ce moment de l'année, dans cette période assez étrange que l'on vit depuis quelques années, c'est important de continuer à chanter la fraternité, l'amour. Les rues de Strasbourg vont donc être bien animées, différentes odeurs à chaque coin de rue et différentes ambiances selon les marchés. Vin chaud, baguettes flambées ou spätzle se côtoient dès aujourd'hui, et cela jusqu'au 31 décembre. Un marché de Noël qui est désormais synonyme de sécurité renforcée, comme vous l'avez vu. Un dispositif examiné cet après-midi par le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Après un arrêt à l'hôtel de police, il s'est rendu dans les allées du marché. La menace terroriste, elle reste la même, donc nous sommes toujours très inquiets. Et c'est pour ça que ces dispositifs de protection des grands rassemblements sont maintenus d'année en année, voire même sont parfois renforcés. Et le dispositif qui est mis en place ici à Strasbourg, il sera mis en place dans toute la France, partout dans toute la France où il y a des grands rassemblements de personnes, à l'occasion notamment des fêtes de fin d'année. Il y aura des dispositifs de sécurisation en lien très étroit avec les élus locaux, et donc les polices municipales, les sociétés de sécurité privée et les policiers nationaux ou les gendarmes chaque fois qu'il y aura ce type de grand rassemblement. Donc le ministre de l'Intérieur va adresser aujourd'hui une circulaire à tous les préfets en ce sens. Dans les prochains jours, nous vous ferons évidemment visiter les autres marchés de la région. Dans le reste de l'actualité, la collectivité européenne d'Alsace avance à 3 jours de la première réunion des 2 conseils départementaux qui se tiendra à Sélestat. Leurs 2 présidents ont fait le point sur les principaux enjeux ce matin. Parmi les mesures concrètes qui devraient découler de cette nouvelle entité, le transport, le bilinguisme et le transfrontalier. On écoute tout de suite Brigitte Klinkert et Frédéric Bierry au micro de Fanny Kunz. Tous les enjeux sont majeurs, mais peut-être celui qui est encore plus important, c'est effectivement le transfrontalier, puisque c'est là vraiment le cœur de notre projet, et que le transfrontalier va nous permettre d'avoir une capacité à agir dans tous les domaines, quel que soit le projet que nous porterons. Par exemple, et concrètement, dans le domaine de l'après-Fessenheim ou dans la construction de la liaison ferroviaire Colmar-Fribourg. Et parce qu'en plus, ça va toucher la vie quotidienne de nos concitoyens, puisque c'est aussi bien les formations, l'emploi, les mobilités, et en même temps, c'est la dynamique de notre territoire, la dynamique économique de notre territoire. Le Bade-Wurtemberg, le territoire autour de Bâle, ce sont les territoires les plus dynamiques d'Europe. On a tout intérêt à s'ancrer dans cette logique-là pour tirer par le haut notre territoire alsacien. À Thann, la maternité est une nouvelle fois menacée de fermeture. Alors les habitants se mobilisent. Une pétition a déjà rassemblé 10 000 signatures et demain, une manifestation se tiendra à 10h devant la maternité. On écoute la maire d'une commune des environs. Je me bats pour le maintien de ce service public parce que c'est un enjeu considérable pour les gens du fond de vallée. Imaginez des femmes qui accouchent et qui doivent faire plus d'1h30 de route en fonction de l'état de saturation et de trafic de la route nationale 66.
Donc pour nous, élus du territoire, je suis le maire de la commune de Husren, qui est largement en amont de Thann. Pour nous, c'est un enjeu majeur de territoire et de protection. Et puis on finit ce JT avec un cours de cuisine un peu particulier. Nos poubelles regorgent de trésors tout à fait comestibles et les cuisiner permettrait de limiter le gaspillage alimentaire. Alors dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets, Mulhouse-Alsace Agglomération organisait hier soir un grand cook show et a mis des chefs au défi. Un reportage de Marine Zis. Voilà à quoi ressemble la plupart de nos frigos en fin de mois. A priori, pas de quoi faire un repas de fête et pourtant, 2 équipes coachées par des chefs locaux avaient pour défi de réaliser un plat avec ses restes. Et après 1h30 de préparation dans une ambiance de concours culinaire, voilà le résultat. C'est aussi beau que bon et validé par Nicolas Riffel, spécialiste de gastronomie. Mais il faut l'avouer, concocter un plat comme celui-ci n'est pas à la portée de tous. Quoique. Il suffit de regarder ce qu'on a, on crée par famille, on réfléchit par couleur peut-être, et de se dire, bah voilà, tout ce qui est vert va peut-être dans une catégorie, je peux peut-être le mixer, rajouter un peu d'huile d'olive ou un petit peu de beurre pour rehausser le goût. Et puis à la fin, ce qui est top, c'est de se dire que la finalité, c'est que tout s'équilibre et qu'on rapporte un petit peu de croustillant là-dedans, qu'on le termine dans une poêle. Autre défi, et pas des moindres, relevé hier, à l'issue de l'épreuve, les poubelles étaient presque vides. Alors l'astuce pour le presque zéro déchet, c'est très simple, c'est déjà d'utiliser, si on le peut, la peau de chaque légume. Elle se mange normalement. Alors bien sûr l'ananas, on va pas le manger, mais c'est déjà la réduire de cette façon-là. Et surtout utiliser ce dont on a besoin quand on fait nos courses, c'est de faire les courses d'une façon intelligente. On est 2, on achète pour 2. Qu'aujourd'hui, la lutte contre le gaspillage alimentaire doit être notre combat. C'est entre 95 kg et 115 kg par an et par habitant de gaspillage alimentaire. Dans l'agglomération mulhousienne, la semaine européenne de réduction des déchets ne dure pas 1, mais bien 2 semaines. Au total, près de 270 actions de sensibilisation sont organisées jusqu'au 2 décembre. Et place tout de suite à l'image du jour d'Oliviane. Le kit de survie des Strasbourgeois pendant le marché de Noël fait son grand retour. Le site POCA a sorti la version 2018 de son article star de l'hiver alsacien. Des conseils simples comme oublier sa voiture et prendre un tram bondé qui ne s'arrêtera pas aux arrêts que vous voulez, à des conseils plus futés comme éviter les personnes portant un drapeau qui se déplacent à 2,5 km/h car vous allez vite vous retrouver coincé dans une meute de touristes qui les suivent. Pensez également à louer votre appartement sur Airbnb, faire livrer vos repas parce que les restaurants sont bondés, même si on accordera également une minute de silence pour les coursiers Just Eat et Deliveroo qui vivront la période la plus cauchemardesque de leur jeune vie. Et voilà pour l'actualité. Merci beaucoup Anna Brice. On accueille le plateau Alsace 20. Célia, venez nous rejoindre, accompagné d'Emmanuel Monod et de notre invité, le romancier Arnaud Fersdorf. On va parler de Henniker. C'est ce roman que je tiens à la main. Je vous dis tout juste après le temps en Alsace du week-end. Sada. Les artisans du son à Mulhouse, le spécialiste du matériel hi-fi et vidéo en Alsace depuis 40 ans, vous présentent la météo. Bonjour à tous et bienvenue sur Alsace 20, une fin de semaine qui va être plutôt sympathique, autant au niveau du ciel qu'au niveau des températures. Alors il y aura des passages nuageux certes, mais le soleil pointera quand même le bout de son nez absolument partout. Les valeurs dans la matinée, je vous le disais, c'est plutôt agréable. 5 degrés, ce sera dans le nord du Bas-Rhin en passant par Mannheim ou Kehl. 5 degrés, on les retrouve également si vous êtes dans le Haut-Rhin. 6, ce sera du côté de Pratteln ainsi que Strasbourg et 8 degrés la maximale prévue à Fribourg. L'après-midi, pas de changement, toujours des passages nuageux et des éclaircies. Et les valeurs, ça ne grimpera pas beaucoup puisqu'il fera 11 degrés à Wissembourg ou encore à Mulhouse en passant par Fribourg et 12 degrés partout ailleurs. Votre journée de dimanche, le soleil sera un petit peu présent, les nuages aussi et les valeurs iront jusqu'à 9 degrés, notamment en Alsace. En ce samedi, nous célébrons les Flora. Bonne fête à toutes. Le soleil se lèvera à 7h50 pour nous dire au revoir à 16h40. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent moment sur Alsace 20. Vous retrouvez Célia et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Retrouvez
Retrouvez les artisans du son à Mulhouse lors du 40e salon de la hi-fi et du home cinéma du 23 au 25 novembre de 10h à 20h. Et l'Alsacien Arnaud Pfersdorf est notre invité. Certains vous connaissent comme pédiatre de Pédiatre Online. Vous en êtes le fondateur. On va parler que de bouquins, que de littérature. 7 romans déjà. Vous avez également écrit des livres sur la pédiatrie à l'adresse des parents. C'est ce roman, Henniker, qui nous intéresse. Roman à tiroir, tout à fait passionnant. C'est l'histoire, je vais rentrer dans le sujet, de Thomas Barber. À 23 ans, ce garçon va apprendre la vraie identité de son père. Son père qui est bientôt centenaire, a des origines alsaciennes, étonnamment. Il s'appelle Thierry Muckensturm, mais il a américanisé son nom en Terry Murken. C'est quelque chose qui était fréquent, ça, dites-moi. Disons que l'histoire me permet, à travers Henniker, d'expliquer l'histoire de l'Alsace dans cette romance entre cet Américain qui ne connaît pas la France, il n'y a jamais mis les pieds, il est cryogéniste, c'est Thomas, ce sont des métiers qu'on ne voit qu'aux États-Unis. Et un jour, il tombe sur une photo en allant visiter ce père dont il ne savait pas que c'était son géniteur, une photo de cet homme-là qui est en uniforme de la Schutzstaffel, c'est-à-dire de la SS. Voilà, le roman démarre comme ça. Voilà, une petite photo, il est même gradé, ce monsieur, il est lieutenant nazi. Ce roman va donc nous ramener en Alsace, en Allemagne, au Paraguay. C'est toute l'histoire et de ces nazis qui ont fui à un moment l'Europe, et quelque part, en filigrane, l'histoire des malgré nous. Alors oui, des malgré nous, et en particulier et surtout des incorporés de force, parce que pour la Deuxième Guerre mondiale, c'était ça vraiment le sujet. Et à travers l'histoire de ce livre, où je suis allé dans ces pays, au Paraguay, aux États-Unis, au Mexique, où j'ai rencontré pas mal d'Alsaciens aussi qui ont quitté l'Alsace en novembre-décembre 1944 pour se faire un peu oublier le temps qu'eux. Et je me sers du livre. Parce qu'ils avaient été incorporés de force. Ils étaient soit incorporés de force, soit connus pour certaines sympathies un peu trop germanophiles. Et du coup, je me sers du livre pour expliquer aux gens qui ne connaissent pas l'Alsace la vraie histoire de l'Alsace, avant de juger. Voilà, parce que très souvent, lorsqu'on parle des malgré nous, on parle évidemment du drame des incorporés de force qui a touché, il faut être clair, totalement l'Alsace. Ouais. Et vous vous dites dans le livre qu'il y a et des malgré nous, des incorporés de force et des pro-allemands. Il y a les deux. Il y a les deux. Et c'est vrai que j'ai rencontré, pour écrire ce livre, beaucoup d'anciens incorporés de force. Je suis allé les voir même dans une maison de retraite, ici à Strasbourg, où j'étais très bien accueilli. Je leur ai fait parler sur cette période-là, et je dois bien reconnaître que c'était très émouvant. Certains m'ont avouer leurs tendances, et d'autres plutôt francophiles. Et c'est ça l'histoire de l'Alsace. Il faut qu'on l'assume, c'est une belle histoire. Alors c'est un vrai thriller, hein, voilà, avec toutes sortes de tiroirs que l'on ouvre, que l'on referme. Thomas, donc ce jeune garçon, vous l'avez dit, c'est des choses qu'on ne voit qu'aux États-Unis, cryogénise de riches morts. Évidemment, on ne va pas les cryogéniser de leur vivant. Donc une fois que quelqu'un est mort, comment ça se passe la cryogénisation? C'est son métier. Alors c'est vrai qu'on voit ça qu'aux États-Unis, ça commence à démarrer pas mal, même avec les Russes. Le principe, c'est des gens très riches qui veulent se faire ressusciter un jour et qui payent très cher des contrats quand ils sont encore en vie. Et le jour où ils vont mourir, il y a les techniciens qui sont là à côté. À peine ils meurent, on va les congeler à moins 270 dans un dévar qui se trouve quelque part dans l'Arizona. Et pour être un jour ressuscité quand la technologie médicale le permettra. Ça s'appelle le Second Life, ça s'appelle la société Hydracorp. Voilà, Hydracorp, qui existe. Enfin, j'ai changé un peu le nom. Je les ai même appelés pour leur poser certaines questions pour ne pas raconter d'âneries. Voilà. On arrive quand même à faire le deuil du coup des personnes qui... Ça, c'est un vrai problème. Mais j'en parle dans le livre. Exactement. C'est un deuil qui est complètement volé aux familles. C'est-à-dire que la personne n'est pas enterrée. Donc la personne n'est pas enterrée, et en plus elle est en train de mourir. Tous les techniciens sont dans la pièce à côté, prêts pour injecter les trucs, pour vider le sang et congeler le cadavre qui est encore chaud. Ouais. Donc c'est très complexe. Et qui restera dans un univers où il ne peut pas y avoir de panne électrique. Il n'y a pas de panne, c'est des abris antisismiques, anti-atomiques. Et ça, c'est dans l'Arizona. Il n'y a qu'aux États-Unis qu'on voit ça. Voilà, et ça, c'est le jeune Thomas. Vous dites que Britney Spears et Paris Hilton ont déjà pris un abonnement, une licence. Voilà. Alors, en plongeant dans cette lecture, évidemment, on se rend compte qu'il y a malgré nous, qu'il y a des Alsaciens pro-allemands. Et on découvre, et c'est quelque chose qu'on avait, nous, levé ici sur Alsace 20 dans un film qui a été produit, et j'ai vu que vous le citez, on découvre le transfert de ces juifs
cobayes qui étaient au Struthof et qui ont été ramenés à l'université de Strasbourg. Alors ça, c'est un grand drame, et c'est vrai que je remercie beaucoup ceux qui ont écrit des thèses, des confrères qui ont écrit des thèses sur la Reichsuniversität, où ça n'a pas été toujours facile pour eux. Aussi une thèse, Toledano qui a écrit une thèse sur Hagen, qui était un médecin nazi ici pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils venaient tous d'Allemagne, et c'était dramatique de voir qu'ils faisaient venir des prisonniers de camps d'Allemagne au Struthof pour ensuite être transférés à l'Institut d'anatomie, par exemple, à Strasbourg. Et moi-même, j'ai été moniteur à l'Institut d'anatomie. Je peux vous dire que c'est des histoires qui m'ont énormément marqué. Alors justement, je vous propose 20 secondes d'écouter Toledano, qui était justement l'auteur du nom des 86. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Institut d'anatomie devant lequel je me trouve était dirigé par August Hirt. C'était un anatomiste très engagé dans le mouvement nazi et dans l'idéologie nazie, tellement engagé qu'il va fomenter un projet terrifiant en 1942 et va constituer une collection de squelettes juifs. Voilà, c'est un film coproduit par Alsace 20. Comment est-ce que vous avez, Arnaud, travaillé sur cette grande enquête que vous nous proposez dans Henniker ? Très brièvement, je suis allé dans ces pays. Quand je suis parti visiter les États-Unis quand j'étais étudiant, j'avais 20 ans. Quand je suis parti au Mexique, je suis parti 6 mois en Amérique latine. Eh bien, à cette époque-là, des gens beaucoup plus âgés que moi ici à Strasbourg m'ont dit « Ah, vous allez dans ces pays ? On va vous donner des contacts. » Et c'est comme ça que je suis allé au Pérou, au Chili, pas le Paraguay, j'avais pas de contact, au Mexique, aux États-Unis. Mais pour une enquête déjà ? Non, pas du tout. Moi, j'étais content d'être accueilli par des gens qui avaient l'âge de mes parents, qui avaient 60 ans, 70 ans. Et c'est plus tard que j'ai découvert que c'était des Alsaciens qui avaient quitté l'Alsace. Des gens très gentils, mais ils ont tous réécrit un petit peu leur histoire. Et pourquoi justement ces gens à un corporate force dont vous parlez n'en parlaient pas avant ? Alors, c'est un sujet extrêmement complexe. Ouais. Il y a une mémoire traumatique. Il y a beaucoup de gens, ceux qui étaient véritablement incorporés de force, qui étaient envoyés en Russie ou ailleurs, avaient honte d'en parler. J'ai rencontré des familles, et c'est un vrai sujet. Il y a même des gens qui n'en parlent pas aujourd'hui. Il y a des petits-enfants avec lesquels j'en parle aujourd'hui qui me disent « Je sais que mon grand-père a été à tel endroit, mais dès que je lui en parle, il se ferme. » Il a la larme à l'œil, il est traumatisé. Et je dois dire que quand le mémorial Alsace-Lorraine a été inauguré à Schirmeck, ça a libéré la parole. Vous dites l'enfer ne se partage pas, c'est exactement ça en fait. C'est ça. L'enfer ne se partage pas, chacun a eu son histoire, nous ne pouvons pas juger parce que nous on est 70, 80 ans après, c'est une histoire extrêmement complexe de l'identité alsacienne et je me sers du livre pour justement qu'on n'ait pas des gens qui nous disent « Ah oui, mais en Alsace ils sont tous nazis » ou « En Alsace ils sont tous ceci ou cela ». Lisons l'histoire et après on peut donner une opinion. Pas manichéen, totalement à tiroir, tout à fait bien écrit, tout à fait passionnant. Vous retrouverez notre invité, vous restez bien sûr avec nous, mais demain matin au Salon du Livre de Colmar à partir de 10h. Et de Colmar à Strasbourg, il y a 70 km que vous ferez dimanche pour le Salon Viso au Wacken, même heure à 10h. Vous restez avec nous, moi je vous propose, allez, un petit air de vacances maintenant. Emmanuel, ça caille. Voilà. Il fait froid, c'est la première chose que nous a dit Arnaud en arrivant ici. Il faut un air de vacances, où est-ce qu'on va ? Alors ce soir, je vous emmène au Vietnam. On va partir dans un pays chaud d'une part, mais un pays fascinant. Fascinant de par ses paysages, sa beauté, son histoire, toute la culture bien évidemment. Un pays qui est une terre d'accueil également, puisqu'on y est très bien accueilli. On l'appelle d'ailleurs le pays du sourire. Vous allez donc découvrir ce petit pays asiatique qui est la forme d'un S, la forme d'un dragon. Alors cette superficie, c'est quoi ? C'est 330 000 km². Il est composé presque en totalité de montagnes et de collines. Sa capitale, Hanoï, Saigon, sa plus grande métropole, et les 3 plus beaux sites UNESCO, Hue, Hoi An et bien sûr la mythique baie d'Along font de ce pays vraiment un réel bijou. Alors le nord séduit d'ailleurs le plus de voyageurs. Du côté de la baie d'Along. Du côté de la baie d'Along. Vous avez quelques images, la baie ? Alors j'ai quelques images, je vous y emmène avec moi. Alors la baie d'Along, c'est quoi ? C'est partir tout d'abord sur un petit voilier, sur un joli bateau, sur une jonque traditionnelle qui va vous mener tout au long de ce site magnifique. Qu'est-ce que c'est beau. Alors par exemple, pour une croisière romantique de 2 jours, 1 nuit, entre îles, criques et pitons aux formes fantastiques, vous vous levez le matin au lever du soleil, petit déjeuner sur le ponton de la jonque. C'est vraiment des paysages magnifiques.
Donc là, on voit bien toute... Et climat formidable au mois de climat décembre, formidable, janvier, tout à fait. C'est vraiment toujours sur l'Asie, saison sèche, saison humide. Là, on est en plein dans la bonne saison, de novembre à avril. On dit que c'est un petit peu sale, cette baie d'Along. Là, on voit les images. Visiblement, c'est bien fait, c'est propre, là, comme ça. C'est propre. Alors, il y a les deux. Nombre de touristes, ouais. C'est sûr qu'on ne sera pas seul au monde, on en parlait avec Arnaud tout à l'heure. C'est bien évidemment, c'est une célèbre baie qui tout le monde a envie d'y aller, tout le monde a envie de la découvrir. C'est aussi tous ces petits marchés flottants, vous avez souvent des familles qui arrivent pour vous vendre des fruits, des bouteilles d'eau. Donc déjà premier contact avec la population. Voilà, qui sont d'ailleurs formidables. Autre visite incontournable, ça c'est dans le nord. Incontournable également dans le nord, Sapa, la ville de Sapa, c'est vraiment la ville authentique. Alors on prend un train pour aller de Hanoï jusqu'à Sapa. Alors très sommaire niveau confort, mais c'est déjà le début du voyage. Et on va à la rencontre des minorités ethniques, les villages Hmong, donc qui sont d'ailleurs en costume traditionnel. Ces costumes très, très colorés, ces villageois qui vivent comme leurs ancêtres depuis des centaines d'années. C'est plein bien sûr de rizières, de rivières. C'est partir vraiment à la découverte de l'authenticité. Voilà, on peut rappeler qu'ils sont formidablement accueillants. Très accueillants. On imagine qu'il y a énormément de touristes. Ben non, pas forcément. Et qu'on peut arriver au Vietnam dans des endroits où ils croisent un touriste une fois tous les 8 mois ou tous les ans, quoi. C'est vrai ce que vous dites. Vous avez un petit plus ? Alors mon petit plus, c'est un autre coup de cœur en fait. Hoi An, ça a vraiment été mon coup de cœur, c'est la ville aux lanternes. Hoi An n'a pas été, Hoi An a été très préservé. Voilà, on voit vraiment ces images magnifiques. Hoi An, c'est une toute petite ville, mais réellement c'est un musée à ciel ouvert. Elle est incontournable, impossible de la rater avec ses 844 bâtiments classés à l'UNESCO avec des façades jaunes, des maisons en bois de jacquier. C'est vraiment une ville extraordinaire, une architecture unique aux influences chinoises et japonaises. Vous prenez, si vous le pouvez, vous levez tôt, vous allez vous promener vers le marché central, vous remontez le long de la rue qui longe la rivière, et voilà, c'est des souvenirs vraiment magnifiques. Voilà, on se déplace à vélo ou à mobilette. Exactement. Idéalement, ou les pousse-pousse. Ou les pousse-pousse. Les petites astuces même pour pas finir. Peur. Voilà, même pas peur. Petite astuce pour finir. Alors, on parlait bien sûr de la bonne saison, partir en hiver pour éviter la mousson. Donc, actuellement, on l'a dit, c'est la saison sèche. Alors, je voulais quand même vous le dire, c'est un pays où on peut être millionnaire, Lionel. Parce qu'avec avec la monnaie. 40 € à l'arrivée à l'aéroport, vous repartiez avec un paquet de billets, 1 millier de dong. Ouais. Donc, ça, c'était la petite plaisanterie. Le coup de cœur, on en a parlé. La bonne astuce, c'est se laisser porter, autant partir dans l'authenticité de la destination avec Sapa, qui reste pour moi quand même vraiment incontournable. La magnifique baie d'Along, mais également, on peut faire des spectacles de marionnettes sur l'eau, on peut aller à Ho Chi Minh, où là, bien sûr, on va dans la ville moderne, les grandes boutiques. Et les petits couchers de soleil qu'on voit. Et les beaux couchers de soleil. Voilà, ça vous tente, Arnaud ? Bah oui, ça, je dois dire, magnifique. Célia, magnifique Vietnam. Oui. C'est pas bien présenté comme ça. Mais oui, elle nous a donné envie. Merci à vous. Merci. On marque une petite page de pub à voir et à faire sur notre antenne. C'est juste après ça. À voir, à faire ce week-end, c'est avec Célia. Bonsoir, les programmes TV à ne pas manquer sur Alsace 20 et les bons plans sortis dans la région, c'est à voir à faire. Et on commence par le canap, comme toutes les semaines. Bah ouais, je sais. Exactement. Rappelez-vous, je vous l'avais annoncé vendredi dernier, eh bien c'est ce soir qu'aura lieu le grand concert privé à l'UGC Cinécité de Strasbourg de Lire le temps avec Rime. Écoutez, ça donne ça. At first sight, I don't know why, but she didn't seem to be the one for me. Look, I felt a little and she's 9, I'm 6 and I'm a pretender. I don't like the way she moves. Et c'est ce soir, en live. Et c'est ce soir, flashback, hip-hop, revival Charleston, jazz et électro. Lire le temps se joue des époques et présente à travers son nouvel album, on l'avait annoncé, Clockmaster, un show de folie. C'était uniquement sur invitation, mais bien sûr, nous on y sera et on vous diffusera, juste pour vous, en live sur Facebook, sur le Facebook d'Alsace 20, dès ce soir à 20h30, ce fameux concert. Des rediffusions sont également prévues à l'antenne samedi à midi.
et dimanche à 20h45 pour combler tout le monde. Voilà, ça passe donc dans 59 minutes sur le Facebook. Et si on préfère sortir, on fait quoi? Alors ça y est, c'est la grande période des marchés de Noël. Donc on brave le froid, on sort, on y va. Ce sera notamment l'inauguration dès ce soir, bien sûr, des petits premiers de la série Strasbourg et Colmar qui ouvrent le bal dès aujourd'hui. Donc on se remet dans l'ambiance vin chaud et bretelleux. Suivront Haguenau, Mulhouse ou encore Thann, ça ce sera dès demain. Et à partir du 25, ça y est, c'est le florilège. Villes et villages s'allumeront au fil des jours. Il y aura plein de choses géniales à découvrir, comme le marché de Noël 1700 de Neuf-Brisac, où les figurants, les exposants seront en costume d'époque, avec des métiers d'autrefois pour un Noël à remonter le temps. On aura également le marché de Noël médiéval de Ribeauvillé, ou encore la forêt enchantée d'Alkirch. Alors là, il faut vous voyez quelques images. C'est une forêt magique avec des personnages de contes et légendes du Sungo et d'ailleurs. Elle investit le centre-ville pendant toute la période de Noël. On n'attend plus que la neige parce que quand même ce serait un peu plus féerique avec la neige. Si vous voulez avoir plus d'infos sur tous les marchés de Noël de la région, parce que vous êtes perdu pour toutes ces choses à faire, vous pouvez vous rendre sur le site qui va s'afficher juste en dessous, www.noel.tourisme-alsace.com, et vous aurez tous les événements à ne pas manquer. Célia, si on se faisait un petit bonus web. Ouais, on va se faire un petit bonus web. Vous vous en souvenez, nous avions reçu José Garcia, Ludivine Sagnier et Jean-Paul Rouve il y a 2 semaines. Ouais, c'était top. Et c'était à l'occasion, bien sûr, de la sortie du film Lola et ses frères, qui sort d'ailleurs mercredi. Et bien mercredi, justement, on vous propose, parce que chose promise, chose due, la fameuse petite chronique web On papote Alsace, et ils se sont prêtés au jeu. Regardez ce que ça donne. Ça nous arrive très souvent. Moi, je suis son frère. C'est quasiment le titre de notre film, c'est Lola et ses frères. Voilà. C'est un mini extrait et vous retrouverez bien sûr l'interview On papote Alsace complète dès mercredi sur le Facebook d'Alsace 20 et sur le YouTube d'Alsace 20. Voilà, excellent film et excellente équipe évidemment, les Rouves et les Garcia et Ludivine Sagnier qui est exceptionnelle dans ce film. On va terminer cette émission avec notre invité Arnaud Pfersdorf pour Eniker. On va rappeler que c'est un livre avec un jeune Américain qui découvre que son père, bientôt centenaire, a été visiblement nazi. En tout cas, il y a une petite photo qui le montre comme ça. Ce garçon, ce Thomas, est très étonnant. Hein. Il travaille dans la cryogénie et il a un assistant. Parlons un petit peu de son secrétaire, parce que ça fait partie des personnes qui l'accompagnent dans le roman. C'est pour ça que c'est un vrai roman à tiroir. Son assistant, c'est un e-secrétaire. Vous savez ce que c'est un e-secrétaire? Non. Qu'est-ce que faut c'est nous un expliquer. Comme c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, il fait une rencontre, et c'est par une petite annonce dans une épicerie. Enfin, c'est assez étonnant, c'est qu'aux États-Unis que ça peut se passer, ces choses-là. Et c'est un homme qui, pour des raisons de maladie, il a un handicap, il ne peut pas quitter sa maison et son appartement. Il doit avoir un air filtré, etc. Le secrétaire. Le secrétaire, le e-secrétaire. Par contre, il a tout ce qu'il faut comme informatique, des réseaux du Wi-Fi comme on n'en a même pas en France, avec un débit extrêmement puissant. Et il est constamment connecté, il connaît tout, il a des accès à des archives, l'archive des Mormons, etc., à Salt Lake City. Et ils vont bien brancher. Et mon héros, le personnage principal, va l'embaucher comme secrétaire. Et c'est lui qui va tout lui faire, les réservations d'avion, trouver des noms, trouver des archives, etc., où qu'il soit dans le monde. Voilà, drôle de roman qui va encore une fois des États-Unis à l'Alsace, des nurseries nazies qui avaient été mises en place pendant cette sombre période, de ce père Terry, qui a un nom alsacien, un Muckensturm, ça ne s'invente pas. Il y a encore le Mossad, chasseur de nazis, qui se met sur la piste. Voilà, c'est un vrai roman comme ça à tiroir, très efficace. Merci beaucoup Arnaud. Merci à vous. Voilà, ça a été un plaisir de vous avoir demain au Salon du Livre de Colmar et au Salon Viso, ça sera ce dimanche. Nous on repart, merci mademoiselle, nous on repart dans l'actualité, toute l'actualité de nos voisins du Grand Est, une semaine dans le Grand Est. Les amis des amis sont venus ce jour-là pour participer à une peinture collective. Voilà qui donne le ton, celui de la convivialité. Et c'est justement ce qui définit le Xylolab, un atelier de bois partagé qui a vu le jour au mois de novembre à Épinal. L'idée d'un jeune ingénieur aujourd'hui aidé de son associé et qui organisait samedi ses premières portes ouvertes. Sur le principe des Fab Labs, des laboratoires de fabrication,
Le Xylolab propose un espace de connaissances et de pratique sur des machines-outils performantes et numériques. Un lieu qui est vraiment destiné à des personnes qui sont complètement novices ou débutantes, comme à des utilisateurs confirmés, qui pourront venir trouver ici une machine spécifique, par exemple une fraiseuse numérique ou une imprimante 3D ou une découpe laser demain, qu'ils n'ont pas chez eux ou qui est économiquement pas abordable, et aussi de partager des conseils, de partager avec une communauté, avec d'autres gens et aussi avec des professionnels. Actuellement couveuse d'entreprise, soutenue par le pays d'Épinal, le Xylolab doit se transformer en société coopérative, regroupant des institutionnels, des usagers et des professionnels. Guillaume Simon, artisan en pleine démonstration de chantournage, réalise des objets très ouvragés, une technique qu'il va partager lors de stages. Il y a beaucoup de créativité chez tout le monde et je crois que c'est intéressant de la faire ressortir. Et donc j'invite vraiment les gens avec cet outil qui est ludique, assez peu dangereux pour les débutants et puis passionnant quand on se rend compte de la possibilité des choses qu'on peut faire avec. Les curieux qui ont découvert le Xylolab semblaient séduits. Je suis un peu bricoleur aussi, à mes heures perdues, quoi, si on peut dire. Hein. Non, menuiserie, c'est une passion qui me tient depuis un moment, quoi. Oui, j'ai plutôt l'intention d'essayer de venir profiter un peu du matériel qui est mis à disposition et pouvoir fabriquer par soi-même un certain nombre d'objets. Formation, initiation et surtout temps d'échange sur l'usage du bois, les méthodes traditionnelles et modernes. C'est tout cela à la fois le Xylolab, ouvert aux amateurs et professionnels. Lorsqu'on se balade dans les allées du salon, on croise des robots. Beaucoup de robots. Ils sont développés par des écoles, des plateformes technologiques et laboratoires, des start-up, mais aussi des grands groupes comme Siemens. Pour l'entreprise qui possède une usine à Haguenau, ce salon permet de présenter leurs dernières nouveautés, mais aussi de rencontrer d'autres acteurs du domaine. Clairement, le digital a changé la manière de faire au niveau d'un fournisseur industriel comme nous. Autant il y a encore quelques années sur le 3.0, on allait voir un client, on leur disait voilà, on a des logiciels, on a du hardware, on peut vous aider, voire on peut prendre un clé en main et réaliser une installation 3.0 avec vous. Sur le 4.0, c'est un peu différent, c'est-à-dire que là, il faut un écosystème. Un écosystème autour de Siemens, start-up, intégrateur classique, intégrateur logiciel. Et c'est par la création de ce type d'équipe qu'on arrive à tirer le meilleur parti d'un projet 4.0. Organisé par la région Grand Est, Mulhouse-Alsace Agglomération et le Parc Expo de Mulhouse, le salon est aussi l'occasion de dévoiler des projets 4.0 qui verront le jour sur le territoire. C'est le cas par exemple de FK Group, une entreprise italienne spécialisée dans la fourniture d'équipements pour les industries textiles qui s'implante à Mulhouse d'ici début janvier. On a la chance d'avoir un vrai campus textile composé de laboratoires, composé d'universités, composé de chercheurs et aussi d'avoir une multitude de petites PME du textile qui sont implantées tout autour et ce microcosme en fait leur a donné envie de venir à Mulhouse plutôt que de s'installer dans le Bade-Württemberg ou au Luxembourg. Le salon, c'est en fait la concrétisation de ce qui se passe au niveau de ce territoire depuis à peu près les années 2011-2012 où nous avons mis en place une démarche d'action concertée avec l'ensemble des acteurs, faire un travail ensemble pour mobiliser en fait l'ensemble des énergies, fertiliser les recherches de solutions, regarder comment ensemble on peut permettre d'accélérer la croissance et le développement vers le numérique des industries. À côté des nombreux stands d'exposants, plusieurs dizaines de conférences et débats étaient organisés. Au total, près de 3500 visiteurs sont venus découvrir les dernières innovations et parler affaires au Salon des industries du futur. Le petit Elias, âgé de 5 mois, ne s'en rend pas compte, mais la chaussette intelligente que lui enfile sa maman peut lui sauver la vie. Ce système, baptisé Montfoxy, a été créé par 2 Nancéens pour prévenir la mort subite du nourrisson. Grâce à une chaussette munie d'un capteur et d'une base, le T-Hub, plus besoin d'angoisser toute la nuit lorsque bébé dort. La chaussette mesure
détermine la position de couchage de l'enfant, s'il est bien sur le dos ou s'il a basculé, et détermine aussi tout son bien-être, son rythme cardiaque ou son taux d'oxygène dans le sang. Et la base mesure toutes les variables environnementales qui peuvent être la température, l'humidité et la qualité de l'air. Tous les éléments qu'on mesure, ce sont des facteurs aggravants de la mort subite du nourrisson. Et si l'un de ces facteurs change, comme une température trop élevée dans la chambre ou un changement de position du bébé, une notification est envoyée sur le smartphone des parents et en cas de danger. La base qui est dans la chambre se met à sonner, suffisamment fort pour pouvoir réveiller les parents et pour pouvoir aussi stimuler l'enfant si jamais il s'est mis en pause respiratoire. Il y a un halo qui devient lumineux, qui devient rouge, et les parents reçoivent en même temps sur leur téléphone une alerte. Cette alerte leur permet, si elle est confirmée, l'application permet d'afficher les gestes de premier secours s'il y a besoin de démarrer une réanimation, et en même temps raccourci téléphonique vers les services d'urgence pour pouvoir être pris en charge le plus rapidement possible. Mariam a pu tester en avant-première ce dispositif et en est très satisfaite. J'ai été très rassurée parce que le petit était vraiment un petit gabarit, il est né avant terme avec un tout petit poids. Je devais le nourrir tout le temps, et ce qui était très très épuisant, et en plus de ça je ne savais jamais dans quelle position le coucher, donc avoir ce support-là, ça a vraiment allégé la charge de travail et la charge mentale en tant que jeune parent. En plus on a la chance d'avoir les grands-parents qui sont dans la région, donc à chaque fois on les emmène à gauche, à droite, etc. Au moins avec la chaussette c'est mobile, ça n'a pas besoin de s'encombrer en plus avec autre chose, elle est facile à mettre directement. Et puis voilà, c'est une fierté d'avoir aussi le produit d'un produit lorrain fait en France avec des ingénieurs de la région. Déjà récompensée d'un prix, cette innovation pourrait bientôt être commercialisée pour moins de 300 €. Les deux créateurs nancéens espèrent désormais réussir à lever les fonds suffisants pour démarrer l'industrialisation et ainsi créer 15 emplois. Tous les 5 ans, un exercice d'alerte d'ampleur nationale met à l'épreuve le plan particulier d'intervention. Aujourd'hui, la deuxième journée de cet exercice se concentre sur l'évacuation de la population. Le motif, c'est que nous avons des rejets dans l'atmosphère et que naturellement, pour éviter que les populations ne soient exposées, nous les mettons à l'abri en les évacuant. D'accord, on a 60 enfants à évacuer, je vais prévenir mes collègues. Parmi les publics prioritaires à évacuer, les enfants. Pour l'exercice, le centre de loisirs Anne Frank a été sélectionné. On a un état d'urgence, il faut évacuer les enfants à cause de la centrale. C'est un exercice que vous avez un peu préparé, ou là ? Pas du tout. C'est la première fois qu'on le fait. Et ça vous semble intéressant, vous qui vivez ici ? Oui, franchement c'est très intéressant et c'est très important de faire au cas où il se passe vraiment cet acte-là. Et puis voilà. Là on attend qu'on vienne nous évacuer avec le bus, donc on attend les forces de l'ordre. Les deux bus affrétés pour l'exercice les mèneront 200 mètres plus loin. Alors il paraît qu'il y a une exposition justement sur la centrale nucléaire et tout ce qui est sur l'évacuation. Dans la réalité, en cas d'alerte, un périmètre d'évacuation immédiate de 5 km autour de la centrale est mis en place. Il concerne 7 communes, comme ici à Saint-Aubin. Et dans la réalité, je vous empêcherai de rejoindre nos gens. L'idée, c'est de préparer l'évacuation. Dans un premier temps, on met un dispositif avec les 16 points de contrôle qui vont nous permettre de sanctuariser la zone des 5 km. Mais dans l'heure, on aura des renforts du 51 et du 52. Donc on pourrait facilement monter dans les 2 heures à 500 voire 600 personnels. Au maximum 250 à 400 personnes à évacuer par secteur, ce qui nous permet de faire un secteur. Ce secteur-là est terminé, on passe à un autre secteur. En mairie, les consignes en cas d'alerte sont consignées dans le PCS, plan communal d'intervention. On a l'impression qu'on évacue, il faut que ce soit évacué dans le quart d'heure. Mais non, il y a un nombre d'heures quand même assez conséquent. Toutes les personnes, bien sûr, vulnérables, à mobilité réduite, qui sont répertoriées dans le PCS et qui, bien sûr, seront traitées différemment du reste de la population qui est, bien sûr, mobile. En cas d'alerte importante, le périmètre est étendu à 20 km. Il concerne alors 100 communes et près de 80 000 habitants. Tardif, ce petit fruit se récolte jusqu'aux premières grosses gelées. La cueillette de la canneberge a débuté en octobre, ici dans cette pépinière située près de Remiremont. C'est un fruit qu'on va trouver à ras-le-sol, c'est une plante qui est complètement tapissante,
Contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir au Canada avec des cultures qui sont immergées pour la récolte, ici on est complètement sur un esprit sauvage et on va récolter à la main. Jusqu'à 2,5 kg de fruits par mètre carré. Les fruits sont vraiment cachés à l'intérieur, c'est ce qui rend compliqué les étapes de récolte. Nous étions alors début septembre. Les pépiniéristes préparaient des boutures de canneberge, connues aussi sous son nom anglais, cranberry. Car l'objectif de la pépinière est de faire connaître cette production. La grande érelle rouge du nord de l'Amérique apprécie les régions froides. Ici, on est sur une culture qui était expérimentale et qui permet de démontrer qu'on peut produire dans les Vosges et en France de la canneberge. Donc ici, vous avez à peu près 5000 plants. Vous avez 25 plants au mètre carré qui ont été repiqués, de manière à avoir un tapis bien homogène, bien dense. Dans le département, il existerait une seule exploitation domestiquée de ce fruit aux vertus diverses, antioxydants et permettant de lutter contre les infections urinaires. Si on la coupe, vous avez 4 loges qui sont complètement creuses. C'est pour ça qu'on voit souvent dans les publicités à la télé ces fruits qui remontent à la surface de l'eau. Alors dans l'esprit commun des gens, ils s'imaginent que c'est un fruit qui pousse dans l'eau, mais en réalité c'est une plante qui pousse dans un milieu ici presque forestier. Mais simplement pour les étapes de récolte, aux États-Unis, on va inonder les parcelles et puis battre les plants de manière à faire remonter les fruits à la surface pour les récolter plus facilement. La canneberge s'apprécie en jus, en confiture ou dans des pâtisseries.